c'est très récemment que je me suis souvenu que je priais en fait tous les soirs pour que je ne sois plus homosexuel. On croirait vraiment, j'avais vraiment l'impression que c'était l'opinion majoritaire, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, 90% des gens allaient à la manif pour tous et étaient homophobes. Quand ils voyaient des personnes LGBT à la télé, c'est souvent des petits commentaires, les commentaires qu'on faisait, genre ferme les yeux, regarde pas ça, enfin des choses comme ça, où on développe une espèce de peur de l'autre. Des moments d'angoisse où je me dis ouais, je vais aller en enfer et bon, c'est pas grave, je serai avec les autres lesbiennes, mais mais je serai en enfer quand même. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre nature. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre nature. Aujourd'hui, on a un épisode, un podcast très très spécial, notamment parce que du coup on fête les 10 ans du mariage pour tous et toutes en France. Aujourd'hui, on va parler justement de un peu les rescapés entre guillemets de la manif pour tous, c'est-à-dire des ados, des jeunes adultes qui, enfants, allaient aux manifs de la manif pour tous. Et du coup, autour de cette table, on a Léa, Gabriel. Flavie. Louis. Et si on comprend bien de ce que vous nous avez dit, en fait, racontez-nous comment vous êtes rencontrés, parce que vous nous avez dit que vous êtes rencontrés via un groupe Facebook qui s'appelle du coup Les Rescapés de la Manif pour tous. Est-ce qu'on dit pour tous ou tous dans ce groupe? Est-ce qu'ils sont inclusifs Le titre du groupe Facebook, c'est Les Rescapés de la Manif pour tous. Ouais. Allez, Très bien. trop Comme bien. ça, déjà, ça vous différencie un peu, quoi. Et du coup, quel est votre lien en fait? Depuis quand est-ce que vous connaissez et c'est quoi ce groupe exactement? Alors, c'était en janvier. J'ai écouté un podcast qu'on a tous écouté d'une journaliste qui s'appelle Rosane Le Carboulec, qui interview Guillaume, donc un rescapé de la Manif pour tous. Et le dernier épisode, donc il a trouvé d'autres personnes qui ont aussi participé à ces manifs pour tous, et ils ont créé ce groupe Les Rescapés de la Manif pour tous. Et j'étais dans un moment où j'étais pas du tout bien, où je me sentais vraiment tiraillé entre deux milieux, où j'arrivais pas à assumer cette histoire que j'avais eue avec ma famille, et j'avais un grand besoin de rencontrer d'autres personnes qui avaient vécu cela. Et donc dès que j'ai intégré le groupe, j'ai mis un message: qui veut qu'on se rencontre pour discuter de tout ça. Voilà. Et du coup, vous êtes rencontrés tous les 4. Enfin, vous êtes combien sur le groupe du coup? Je pense que sur notre petit groupe, on est peut-être 8 personnes, mais on a dû se rencontrer à 6-7, voilà. Et est-ce que vous avez du coup des vécus en commun? Enfin, ce groupe, ça vous réunit par rapport à ce que vous avez vécu, j'imagine? Carrément. Ouais, énormément. C'est quand même, c'est assez surprenant de voir à quel point on a des expériences communes, alors que même à l'intérieur de nos familles, on n'a pas forcément exactement le même contexte. Mais malgré tout, j'ai été assez surpris de voir qu'on avait vraiment plein de points communs dans la façon dont on avait vécu nos adolescences, nos enfances, et même d'un point de vue un peu culturel. Enfin, on a un bagage qui est commun. Okay. Léa, t'es d'accord avec Ouais, je suis complètement d'accord. Je trouve que ce qui était frappant la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est qu'on racontait un peu tous la même chose, un peu les mêmes réactions de nos parents qui nous ont sorti les mêmes phrases. Enfin, c'était très apaisant pour moi ce soir-là. Je me suis dit, waouh, je suis pas toute seule. Alors que c'était vraiment ce qui a accompagné mon adolescence, et je suis vraiment toute seule, quoi. Parce qu'on précise quand même que vous êtes tous du coup de la commune LGBT, parce que c'est un petit détail, mais oui, justement, oui, si vous êtes des jeunes adultes qui êtes LGBTQ. En soi, vous êtes, donc si on a bien compris, on peut faire un petit tour de table pour savoir comment. Enfin, si vous voulez, hein, c'est pas une obligation, mais. Et du coup, comment tu t'identifies? Ah oui, homosexuel. Okay. Moi, lesbienne. Ok. Moi, je suis trans et gay. Moi, je suis lesbienne. Ok. Donc du coup, vous disiez dans le groupe que vous racontiez un peu vos anecdotes et vos vécus qui sont assez similaires par rapport à la manif pour tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous raconter la première marche, la première fois que vous êtes allés avec vos familles à la manif pour tous, si vous vous en souvenez? J'imagine que oui. Je peux parler, mais c'est un peu délicat. En tout cas, pour ma part, les souvenirs restent assez flous parce que quand même, alors moi, à l'époque, j'avais 12-13 ans. Et c'était un peu particulier. En tout cas, je sais que peut-être je sais pas si c'est le cas pour nous tous, mais moi j'ai un peu découvert ce que c'était que l'homosexualité avec la Manif pour tous. J'irai pas jusqu'à dire grâce, mais voilà. Non, vous n'aimez pas. Donc j'ai pas vraiment des souvenirs très précis de la première marche. J'en ai fait, je pense, 3. Ok. Mais oui, je pense que ce qui ressort, c'est que c'est très, très joyeux. C'est la sortie familiale. On retrouve les grands-parents, les cousins, les amis, les gens de la paroisse.
Donc oui, c'est ce côté très festif et aussi où on nous explique pas nécessairement, enfin en tout cas pour ma part c'était le cas, on nous explique pas vraiment ce qu'on va faire, on nous dit juste oui, on va défendre la famille, c'est super, ça va être la fête. Voilà. Moi j'avais pas très envie d'y aller à la base. Après je me suis rendu compte que tout le monde dans ma classe y allait, que c'était un peu le truc cool à faire et du coup je me suis dit bon bah je vais y aller quoi et voilà. Et ta famille, par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils disaient sur les LGBT en général? Est-ce ils disaient quelque chose en particulier ou... Alors à l'époque, je pense que moi je suis l'aînée dans ma famille, donc on était relativement jeunes, donc ils sont pas rentrés dans des grands discours. Donc moi je pense que je faisais pas trop attention à ce qu'ils disaient au départ parce que j'avais pas trop conscience de ce que ça représentait par rapport à moi. Mais oui, alors ils nous ont beaucoup parlé de la famille, un papa, une maman, c'est important. Donc ça, c'est quand j'étais jeune. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à me poser des questions que je me suis rendu compte qu'il y avait des petites remarques et on commence à comprendre la façon dont la personne pense en fait. Et voilà. Et les autres, du coup, votre première manif, ça donnait quoi? Moi, j'avais 11 ans, j'étais en 6e et c'était vraiment l'événement parce qu'on allait à Paris en plus. Il y avait des cars, il y avait vraiment tous mes potes des scouts notamment, on y allait tous. C'était le grand événement et on avait vraiment l'impression que c'était cool ce qu'on faisait parce que déjà c'est un mouvement qui était vachement amplifié. On nous disait que le monde entier était d'accord avec nous et que les gens qui étaient pro mariage pour tous c'était une toute petite minorité. Et puis moi mes parents répétaient tout le temps qu'ils étaient surtout pas homophobes. Du coup je me disais non, c'est hyper cool ce qu'on fait quoi. Moi, c'est un peu particulier parce que du coup, ma famille n'allait pas directement Manif pour tous, enfin en tout cas à ma connaissance. Okay. Ma mère, je viens d'une famille catholique, mais ma mère, elle est un peu à côté de ça, elle a jamais été vraiment croyante ni quoi. Okay. Mais j'étais dans un établissement catholique, privé, catholique de Paris, et où l'ambiance est vraiment très très conservatrice. Et en fait, vraiment, la vie de l'établissement tournait autour des Manifs pour tous du week-end. Donc on en parlait en classe, tous les camarades de classe qui y allaient en parler, il y avait des prospectus sur les bureaux, il y avait parfois des affiches dans les classes, il y avait les cours de caté qui étaient obligatoires, on en parlait, les messes qui étaient obligatoires, on en parlait, enfin voilà, donc tout tournait vraiment autour de ça. Okay. Et du coup moi je suis jamais allé à une marche précisément, mais j'en entendais vraiment parler constamment, donc voilà, c'était assez lourd comme ambiance, et pareil, j'avais pas trop, on parlait pas trop d'homosexualité avant en fait là-bas, c'était vraiment un sujet tabou. Et le sujet est venu sur toutes les lèvres quand l'action du mariage pour tous est arrivée. Et il n'y a personne dans les classes qui se rebellait, qui disait bon, attendez, est-ce qu'on ne peut pas juste se remettre un peu en question ou... Si, heureusement. Il y en avait. On était, je dirais, moitié un peu quand même. Parmi les jeunes Ouais. Et t'avais quel âge encore? Ça a commencé quand j'avais 14-15 ans. Okay. Et jusqu'à peu près à la seconde. Oh, ok. J'allais dire, parce que des élèves de 11 ans, 12 ans, je les vois mal contester, dire non, moi, tu vois, ou alors il faut vraiment être sûr de ses convictions, quoi. Mais... Et du coup, Louis, toi aussi? Oui, alors ma première manifestation contre le mariage pour tous, c'était pas encore la manif pour tous. C'était une manifestation organisée par Civitas, c'est une association d'extrême droite catholique ultra conservatrice. Et là, l'ambiance était très sobre et vraiment très triste. Enfin, il allait arriver quelque chose de très grave en France. Et du coup, quand la manif pour tous est arrivée, on y est allé aussi. Il y avait le fait d'aller sur Paris, on va sauver le monde, on va sauver la famille, etc. Et l'homosexualité n'était pas du tout abordée dans ma famille. Et comme c'est un milieu très catho, très conservateur, qui vit dans sa bulle, c'était pas du tout abordé. Je me suis pas énormément posé de questions. Et voilà, j'avais 12 ans. Et pour le coup, moi, j'ai beaucoup apprécié quand j'avais 12 ans cette ambiance festive, etc. Et je participais avec plaisir aux manifestations, et ça a été d'autant plus douloureux en fait quand à mes 17-18 ans, j'ai découvert mon homosexualité. J'ai tous ces souvenirs qui me sont revenus, et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qui parmi vous, des quatre, savait déjà qu'il y avait un intérêt pour le même genre? Ouais, plus ou moins. Ah, donc tous plus ou moins vous disiez... Je me posais pas de questions. Ok. Et parmi ceux qui se posaient des questions, est-ce que ça vous faisait quelque chose justement d'y aller en sachant que c'était un peu contre vous qu'on marchait? Pour ma part, je pense que j'avais complètement dissocié ce que je pouvais ressentir de l'homosexualité, le mariage, tout ça. Pour moi, j'ai mis du temps à comprendre que ce terme, il qualifiait ce que j'étais aussi. Donc, j'ai pas vraiment fait le lien en fait pendant assez longtemps. Voilà. Ok.
Un peu pareil. Enfin, moi, j'ai su très tôt que j'étais probablement pas une meuf hétéro. Il y avait un truc qui clochait, quoi. Mais j'ai mis très très longtemps à savoir ce que j'étais et je me suis posé beaucoup de questions. Le terme trans, à l'époque, dans une émission catholique, on n'en parlait pas. Je savais même à peine que ça existait, quoi. Et du coup, je me sentais concerné, mais je savais pas pourquoi. Okay. J'étais vraiment furieux et j'avais envie de répondre et tout, mais je savais pas pourquoi je me sentais concerné parce que a priori, j'étais pas attiré par les meufs et du coup, je voyais pas trop pourquoi je me sentais attaqué. Attaqué, tu veux dire de ce que revendiquait la manif pour tous ? Pour moi, c'était très inconscient. Je pense que j'ai toujours un peu su que j'étais lesbienne au fond, mais le fait que de m'investir autant dans la manif pour tous, c'était aussi une façon pour moi de le nier, quoi. Et puis aussi, surtout, mes parents, ils axaient vachement le combat de la manif pour tous, non pas sur le mariage en tant que tel, ils disaient que ça les dérangeait pas, mais que le problème, c'était la PMA et la GPA. Et c'était une époque aussi où j'étais petite et du coup, je savais pas ce que c'était, je trouvais ça effrayant. Et du coup, je trouvais ça normal de se battre contre ça. C'était vachement détaché de mon identité à moi, en fait. Ok, donc en fait, encore une fois, le point commun, c'est que vous étiez tous un peu des enfants et vos familles vous disent tout le monde y va, tout le monde est de cet avis-là, ça va être festif, ça va être un peu la fête. Il n'y a aucune raison d'être contre ça, enfin d'être contre la manif pour tous, quoi. Ok, waouh. Et qu'est-ce que vous entendiez donc du coup dans la manif, quels étaient les chants qui étaient scandés en fait dans les... Moi je me rappelle de Taubira, ta loi on n'en veut pas. Là c'est le seul souvenir qui me revient. Moi j'ai je crois un papa, une maman, il n'y a rien de mieux pour un enfant, un truc comme ça. Moi je m'en souviens de deux beaucoup plus choquants. C'est un autre level quoi. Ouais. Il y avait François, ta mère, est-ce qu'elle s'appelle Robert, qui était horrible. C'est affreux. Et François, ta mère, est-ce qu'elle s'appelle Robert ? Oui. Ok, d'accord. Ouais. C'est la première fois que j'entends. C'est assez nul en plus. Mais oui, c'est très nul. Ouais. Ça rime même pas en fait. Même pas pas. Faire un effort pour la rime. Enfin, c'est nul. François, bref. Faut même pas essayer de justifier. Et il y en avait aussi des très racistes à l'encontre de Taubira qui étaient affreux, quoi. Ok. Vous voulez que je préfère pas les dire. Ouais, on va peut-être pas les dire. Je préfère censurer direct. Ça m'embête un peu. On a compris. Personnage. C'est raciste, quoi. Oui. Et toi, Gabriel, Moi, j'avais pas vraiment de slogan. J'ai plutôt en tête les affiches et les images qui avaient partout les prospectus avec la petite, les personnages de genre l'un rose, l'un bleu, okay, ouais. en jupe pour la fille et tout. Et je me souviens que j'avais même longtemps après, j'ai un copain qui a voulu me faire une blague et pour mon anniversaire, il m'a offert des posters de la manif. Merci Poisson d'avril. Ils ont beaucoup d'humour, on note pas. Et du coup, quand la loi Taubira est passée, qu'est-ce que ça vous a fait, vous et à vos familles ? Est-ce que c'était la révolution chez vous ? Est-ce que c'était la pire nouvelle possible ? Ça vous a fait quoi ? Je me souviens pas trop en fait. Ah ouais. Pareil. Ok. J'ai un blanc, je me souviens de tout ce qu'il y a eu avant et je me souviens pas de ce qui s'est passé après. Je pense que il y avait un truc où enfin je sais pas, mais je pense que ça devait être un peu le deuil à la maison quoi, okay, à mon avis. Il n'y a pas eu de débrief dans la cuisine en mode genre ok c'est la fin du monde, ça c'est fait, c'est officiel. Non, mais il y avait une ambiance que le combat continue parce qu'il y a la PMA et la GPA qui vont bientôt arriver. Okay. Mais en tout cas, globalement, ça s'est très vite calmé parce que y avait plus rien à faire. La loi était passée, mais il y avait encore le truc, le combat continue. Ouais. Ils étaient vachement dans une optique de on ne lâche rien. Et moi, mes parents, ils ont continué dans une organisation qui avait lieu toutes les semaines qui s'appelait Les Veilleurs. Ah oui, okay, où on s'installait sur la place avec des petites bougies en chantant des chants catho. C'était horrible. On était assis en rond et on veillait pour que Dieu sauve la France, quoi. C'était affreux. Est-ce que je peux faire une anecdote théologique qui est drôle ? Vas-y. En fait, dans un texte apocryphe qui s'appelle le Livre d'Enoch, les veilleurs, c'est les anges rebelles, ceux qui ont descendu sur terre et qui ont été déchus. Oh yes. Voilà. Donc ça drôle. C'est marrant. Alors pour les non-religieux comme nous, je vais nous traduire ce qui vient de rien compris. On n'a rien compris. Cédric juste rigole. J'ai compris la blague. Je n'ai rien compris. On s'est regardé un peu genre. Mais du coup, c'est pas bien ou j'ai pas compris ? En fait, du coup, c'est les anges rebelles, c'est ceux qu'on associe à Satan et à Lucifer. Ah, ok, ben voilà. Donc je te trouve pas compliqué la religion. À chaque fois que je vois une association religieuse qui s'appelle les veilleurs, je rigole et je me dis mais est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a cette connotation-là ? Ah ouais. On ira leur dire cette fois, la prochaine fois. Nous sommes tous des anges, éveilleuses, inclusives. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement un peu du contexte et de vos familles en soi ? Quel portrait est-ce que vous dressez de vos familles ? Qu'est-ce que vous avez en commun parmi vos familles ? Qui commence ? Ah, Ah, Par la manif pour tous, forcément. Allez-y.
Bon, écoutez, je vais me sacrifier. Lance-toi. Alors moi, je viens d'une famille catholique, plutôt assez pratiquante quand même. Et puis pendant toute la période de la Manif pour tous, j'étais dans une ville où pour le coup le contexte était vraiment très très catho, dans un lycée privé catholique. J'étais au scout, c'était tout mon environnement, tout était. Je fréquentais que des personnes qui appartenaient à ce monde-là. Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise de plus. Non, juste histoire de comprendre. Le contexte, quoi, en fait, d'où tu. Enfin, t'as des frères et sœurs. Ah oui, alors oui, j'ai 3 petites sœurs. Elles, je pense qu'elles ont vécu le truc complètement différemment parce que j'ai fait mon. Enfin, du coup, moi, j'ai compris que j'étais lesbienne. En fait, je pense autour du moment où la loi est passée. Donc, j'étais en 3e. Et la loi est passée quand on était. Enfin, moi, 4e, 3e, je sais pas trop. Très bon timing, du coup. Ouais, j'ai plutôt bien La loi géré. est passée, je suis Flavie lesbienne, a dit ok, la loi est passée, j'arrive. C'est bon, je peux me marier. Non, je pense que mes sœurs l'ont pas vécu de la même façon parce qu'elles étaient vraiment plus jeunes que moi. Moi, c'était le début de l'adolescence, donc on se pose des questions, etc. Et puis j'ai un peu eu ce truc que vous avez dit tout à l'heure, qui est même si je savais pas que le mot homo il s'appliquait à moi, à un moment j'ai compris qu'il y avait un truc qui clochait et je me suis mise à débattre de ça, mais avec tout le monde. Et j'étais vraiment le cliché de la fille qui part de la table parce que les parents ils disent des trucs sexistes ou je sais pas quoi. Mais est-ce que Mon adolescence. Est-ce que quand tu dis que ça clochait, est-ce que c'est parce que, par exemple, tu te rendais compte que tu regardais un peu les meufs dans la rue ou dans les films? Enfin, est-ce qu'il y avait des indices comme ça? Oui, une tonne, ouais. Non, mais comme Léa, je pense que, je le savais pas, mais depuis que j'étais, il y a des trucs, je veux dire, ça remonte à quand j'avais 5 ans ou. Ouais, oui, bien sûr. Okay. Je pense que je suis tombée amoureuse d'une fille quand j'étais en CM1, ce qui est très tôt, et ça a duré des années en plus. Donc, mais j'ai compris après coup ce que c'était. Que tu étais amoureuse vraiment, que c'était vraiment un amour, quoi, et c'était pas une amitié, quoi. Exactement. Okay. Pourquoi? Parce que Léa, tu te sens identifiée dans ce que vient de dire Flavie. Oui, il y a un truc entre vous. Non, mais moi j'étais le cliché dans les dessins animés, je tombais amoureuse de toutes les filles. Quoi. Les Cités d'Or, c'était Zia, c'était pas Esteban. Hein. Ok. Pirates des Caraïbes, c'était Elizabeth Swann, depuis toujours. Et j'essayais de cacher ça derrière de la fascination, mais non, quoi. Mais toi, du coup, tu avais conscience, tu penses? Parce que c'était de l'homophobie un peu intériorisée, non? Je pense, ouais. Et je pense que c'est pour ça que j'étais très homophobe. C'était parce que j'étais homophobe contre moi-même, quoi. Parce qu'en fait, si je me l'avoue, j'ai toujours su que j'étais lesbienne, quoi. Et ça te faisait peur, ça? Ouais, parce que comme on l'a tous dit, l'homosexualité, ça n'existait pas jusqu'à l'arrivée de la loi. Et donc, du coup, la première fois qu'on a parlé d'homosexualité dans nos familles, c'était pour nous dire que c'était mal. Et donc, c'était un âge, à 11 ans, vraiment, si on commence à peine à se poser des questions. Ouais, c'était flippant. Mais comment il le présente, quoi? Vous êtes autour de la table et on dit, bon, aujourd'hui, on va parler... Parce que peut-être que vous parlez plus d'homosexualité que... vous êtes autour de la table, vous dites, bon, alors on est contre la PMA, on est contre la GPA. C'est des vraies discussions autour de la table, ça, ou... Alors, dans ma famille, ils parlent très peu. En fait, il y a un cadre à suivre qui est souvent donné du coup par la paroisse, par les petits magazines catholiques qu'on reçoit. Et il n'y a pas de discussion possible. Donc c'est encore pire en fait de vivre dans cet environnement où il n'y a même pas la discussion qui est possible. Voilà. C'est comme ça et point barre, quoi. Ouais, okay. Ouais. J'allais dire, c'est ceux qui parlent le moins les plus dangereux, tu vois, parce qu'on dirait qu'ils font rien, ils parlent pas, mais en fait, par derrière, bam. Et toi, Gabrielle, à quel moment t'as compris qu'il y avait quelque chose par rapport à ton identité de genre qui était... Alors moi très tard, en fait, du coup moi c'était surtout la question des stéréotypes de genre qui me parlait beaucoup parce que je m'identifiais pas du tout aux stéréotypes associés aux filles, surtout que dans l'établissement catholique c'était vraiment très très appuyé. Enfin il y a vraiment l'idée que homme-femme c'est biologiquement différent et que les stéréotypes de genre ils sont définis par quelque chose de biologique. Que voilà, les femmes sont naturellement douces, elles sont naturellement émotionnelles, elles sont naturellement maternelles, qu'elles veulent avoir des enfants, qu'elles sont romantiques, voilà. Les hommes, ils sont rationnels, ils sont protecteurs, ils sont plus forts. Et il y a vraiment cette idée que c'est inclus dans le code biologique, quoi. Et moi, je m'identifiais pas du tout à ça, et je voyais bien que je trouvais que j'étais comme les garçons. Et très tôt, d'ailleurs, moi, quand j'étais enfant, ma mère, elle me coupait les cheveux courts parce qu'elle savye pas les coiffer. Du coup, c'était pas plus mal pour toi, en fait. Moi, ça m'a bien arrangé. Qu'elle t'a fait, quoi. Et voilà, et donc je m'identifiais pas du tout à ces stéréotypes de genre, donc j'étais vraiment, du coup, moi, j'étais très féministe et j'étais tout le temps en train de dire, mais arrêtez, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Enfin voilà, pas de différence à part des évidences biologiques, mais on s'en fiche, quoi. Et c'était ça qui choquait beaucoup autour de moi. Les profs, les surveillants, les camarades de classe n'étaient pas d'accord. Ça faisait beaucoup de débats.
Et du coup, moi, c'est aussi ça qui m'énervait beaucoup dans les discours homophobes, parce qu'il y avait cette idée que comme c'est biologiquement différent, il y a une complémentarité, etc., etc. Et moi, j'y croyais pas à ça. Et oui, je sais plus la question, mais Et du coup, tu avais, j'imagine, des dysphories de genre aussi. Si tu mettais par exemple des jupes, je sais pas si vous habillez comme ça, en mode les meufs en jupe, les mecs en pantalon, petits nœuds. bah, moi, ça va. On n'avait pas d'uniforme, donc je pouvais être en pantalon. Je mettais quasiment jamais de jupe, effectivement. Après, j'avais assez peu de dysphorie consciente. En fait, tout m'est revenu dans la gueule quand j'ai réalisé que j'étais trans, mais j'ai réalisé, j'avais déjà 22 ans, 23 ans, donc très, très longtemps après. Donc pendant tout l'instant, j'étais quelqu'un d'une fille très masculine, entre guillemets. Pendant le lycée, là, j'ai tout donné, j'ai mis des fleurs, des jupes, des machins, cheveux longs. Enfin voilà. T'as abusé quoi. Ouais. C'est ça. Après, j'ai tout recoupé. J'ai fini par prendre une tondeuse et j'ai tout rasé. Yes. Mais non, moi j'ai compris vraiment très très tard. Et d'ailleurs, j'étais plus du coup à l'établissement catholique, mais j'y étais retourné parce que je suis très con. Et j'ai travaillé comme surveillant. Ouais. Et j'ai dû démissionner pour faire ma transition parce que j'y allais la boule au ventre. Et quand je croisais des collègues, vraiment, j'avais la nausée, quoi. Je me cachais. Et je savais qu'ils ont tendance à pousser les gens vers la sortie à base de harcèlement. Donc j'ai démissionné parce que je voulais pas me taper ça, quoi. Comment ça, à base de harcèlement? Bah, en fait, ils harcèlent les surveillants et les profs lorsqu'ils partent pour pas les virer. Ah, ok. Quelle bonne Charmant. technique. Quelle bonne technique. Du coup, grosse question, mais est-ce que vos familles sont au courant que vous êtes LGBTQ? Et est-ce que vous leur avez dit? Et comment ça s'est passé, cette petite révélation, ce petit coming out? Enfin, petit, on s'entend. Hein. Je peux parler si vous voulez. Moi, j'ai fait mon coming out il y a peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et bon, alors c'est un truc, j'ai eu pas mal de chance, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et en plus, j'ai calculé, je crois qu'il y a vraiment, entre le moment où je l'ai compris et où je l'ai dit, il y a 7 ans qui se sont passés, où vraiment je me suis monté la tête en me disant que ça allait être un drame, etc. Et effectivement, je pense que ça aurait été un vrai drame si je l'avais dit plus tôt, parce que j'aurais été plus faible, moi-même, j'aurais pas trop su... J'aurais un peu plus écouté ce qu'on aurait eu à me dire, je pense. Alors que là, j'étais vraiment, bon, écoutez, je suis comme ça, je suis très heureuse, je sais que je peux avoir une vie très épanouie comme ça. Donc voilà, je vais pas être atteinte trop par ce que vous allez me dire. Donc j'ai fait mon coming out à mon père. Et c'est lui qui l'a dit à ma mère, qui pour le coup, c'était un peu plus compliqué. Mais oui, c'était assez compliqué. Après, moi, j'étais dans un contexte où j'étais triste, etc. Donc, ils n'ont pas pu rajouter une couche. C'était un peu idéal. Et du coup, ils ont été plutôt gentils avec moi, en tout cas. C'est-à-dire qu'ils t'ont vu triste parce qu'ils se sont dit, même toi, t'es triste par rapport à ta Non, j'ai juste, en fait, ce qui a amorcé le coming out, c'est une rupture. Ah, justement, okay. Du coup, j'étais un peu en mode, bon, écoutez, il y a quelques mois qui va être compliqué. Vous allez avoir besoin, d'une explication. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà. Et donc, vraiment, c'est un conseil que j'ai. Faites votre coming out le soir de votre rupture. Ça peut que bien se passer. Non, mais du coup, finalement, c'est beaucoup plus positif que je le pensais. Donc ça, c'est vraiment... Alors que pour le coup, ma famille était très catholique. J'ai entendu énormément de choses homophobes à la maison depuis que je suis assez jeune. En fait, j'ai des souvenirs qui remontent à quand j'avais peut-être 9-10 ans de trucs qu'on m'a dit. Bien sûr, mes parents n'avaient pas trop conscience de ce que ça représentait et surtout de l'impact que ça allait avoir sur moi dans le futur. Mais pour le coup, ça a pris du temps, mais ils sont assez ouverts à la discussion. J'ai beaucoup de chance. Et non, mais par exemple, voilà, je vous le disais tout à l'heure, j'ai dit à ma mère que j'allais faire ce podcast, donc elle s'est intéressée, elle a regardé l'épisode sur la religion, elle était très émue et tout. Trop cool. Et donc voilà, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, on peut en parler. Et en tout cas, ma mère a fait beaucoup de démarches. Je lui ai offert un livre qui parlait de ça, elle s'est intéressée, elle m'a posé des questions. Tout n'est pas parfait, mais c'est sur une très bonne voie, en tout cas. Moi, je trouve que ça donne trop espoir, ça, de se dire que même toutes ces personnes qui étaient à la manif, qui se comptaient par centaines de milliers, finalement, c'est pas mort, quoi. On peut aller essayer d'en parler, essayer d'aller au contact et d'expliquer que c'est pas quelque chose qui est choisi et que c'est beau, l'amour, finalement. Je pense que ce qui est très important aussi, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'était le cas pour nous aussi. En fait, on vient d'un milieu particulier. Donc, en tout cas, pour ma part, j'ai eu du mal. J'ai essayé d'aller dans des associations LGBT quand j'étais jeune, etc., parce que j'avais besoin de soutien, de parler avec des gens qui étaient comme moi. Mais je me rendais compte qu'on était très différents et on vivait pas les mêmes. On n'avait pas les mêmes choses qui se passaient dans notre tête. Et c'est pas grave, mais c'est vrai que moi, la première fois où je suis allée dans une asso, j'ai dit d'où je venais directement, on s'est moqué de moi, on m'a fait des blagues sur les scouts et tout, et j'étais genre super, en fait, je vais pas trop pouvoir parler ouvertement de ça parce que en fait, ils sont tous hyper anti-catho et tout. Et du coup, c'est un peu le cas pour nos parents, en fait.
c'est difficile, comme ils ont un certain schéma de pensée, une certaine religion, c'est difficile de les convaincre en leur montrant des personnes homo qui ne sont pas du tout liées à la religion, en fait. Parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, donc ils ne vont juste pas écouter. Donc en fait, ce qui est très important, c'est qu'eux-mêmes puissent trouver du contenu ou rencontrer des gens qui sont, en fait, qui appartiennent à ce monde-là et qui ont fait un chemin. C'est ça qui aide vraiment. Et ça existe, il y a des associations qui existent. Et puis parfois, dans son entourage... ma mère en a parlé à des gens de son entourage, alors j'aurais pas du tout pensé ils étaient passés par là avec des enfants, parce que ça reste assez tabou quand même. Et en fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense. Voilà. Trop bien. Du coup, Léa, pour toi, ça s'est passé comment ton coming out? Si tu en as fait un, parce qu'on rappelle que c'est pas obligatoire, mais est-ce qu'ils savent, tes parents? Moi, je suis out. J'ai fait mon coming out il y a 3 ans maintenant, à ma mère. T'as quel âge encore? J'ai quel âge? J'ai 21 ans. Ça s'est pas super bien passé. En fait, sa réaction, ça a été le déni tout de suite. Elle m'a dit « Ah non, tu te trompes. Vous allez vous séparer avec ta copine et ce sera fini. Et tu verras que j'ai raison, le temps va me donner raison. » Et elle a insisté pour dire qu'elle me connaissait mieux que moi. Sachant qu'à cette époque-là, moi je suis partie en internat quand j'avais 15 ans. Un internat de filles. Et donc... Bien joué. J'ai fait genre, je voulais étudier sérieusement. Avec les filles, je vais mieux me concentrer. Ouais, j'étais super concentrée. Mais du coup, en fait, elle a utilisé cet argument-là de l'internat en mode, c'est normal, il n'y avait pas de garçons, donc j'étais tombée amoureuse d'une fille parce qu'il y avait des filles. Il y avait que ça, quoi. Ouais. Et comment tu lui avais annoncé? Est-ce que tu as juste été la voir et tu lui as dit, ou tu as écrit une lettre ou... Je suis allée la voir, on regardait les Energy Music Awards et j'ai attendu la pub. Et tu as dit quoi, maman? J'ai un truc à te dire d'ailleurs. Ouais, j'ai dit j'ai un truc important à te dire. En fait, j'ai une copine. Non, j'étais trop mignonne. J'ai dit oui, j'ai quelqu'un et je pense que c'est la bonne personne. Et j'ai pas genré pendant hyper longtemps et au dernier moment, je lui ai dit. Et elle a été tellement dramatique. Elle a dit que c'était un boulet de canon. Elle m'a pas parlé pendant tout le week-end. Elle a eu des métaphores très très dures. Je suis désolée, ça a été un peu dur à entendre, mais elle m'avait dit que je lui avais jeté un boulet de canon dans le ventre où elle m'avait porté, quoi. Beaucoup de trucs autour de la maternité comme ça. Et ensuite, elle a mis ça sous le tapis. Elle se dit, si on n'en parle pas, ça va sûrement disparaître, quoi. Et toi, comment tu te sentais après l'avoir dit? Très mal. Je suis rentrée, j'étais étudiante, je suis rentrée à Paris. Et c'était horrible. J'arrêtais pas de pleurer. J'avais écouté On brûlera de Pomme, qui est une super chanson, mais ça m'a juste fait plus pleurer. Et il y a juste mon papa qui m'a envoyé un petit texto en me disant qu'il m'a juste dit ça prendra du temps pour ta mère, mais si c'est ça, alors je te fais confiance et je t'aime. Parce que t'es trop mignon. Mais aujourd'hui, ma mère, elle est toujours dans l'énorme déni, quoi. Ah, encore aujourd'hui? Ouais. Et vous avez une bonne relation aujourd'hui, à part ça? Oui, on a une bonne relation parce que j'accepte que quand je suis à la maison, je parle pas de toute cette partie de ma vie, quoi. Okay. Et c'est un peu douloureux parce que quelque part j'ai de la chance de pas avoir été mise à la porte et en même temps il y a une partie de moi qui est toujours à la porte, quoi. Et t'as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur de 16 ans, ouais. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Elle, j'ai l'impression que c'est une toute autre génération pour qui c'est complètement ok. C'est pas du tout tabou pour eux, pour sa génération. Et elle est trop contente, elle me soutient. Elle m'a offert des verres écrits Proud. Trop cool. Et toi, du coup, Gabriel? Alors moi, c'est toute une histoire. Ça s'est fait lentement parce que du coup, j'ai fait plusieurs coming out différents pendant que je me cherchais. Assez tôt, j'ai dit à ma mère que j'étais bisexuel. Et elle m'a répondu, bah oui, mais tout le monde l'est maintenant. C'est la mode. Et ensuite, j'ai dû faire plusieurs fois un coming out bisexuel. À chaque fois, elle oubliait, elle me dit, ah bon, c'est nouveau ça? Non, c'est pas nouveau, ça fait 5 ans que je te le dis. Et à chaque fois, j'ai dû refaire. Puis quand j'ai commencé à comprendre que j'étais trans, j'ai glissé le sujet progressivement. Déjà, je me suis rasé le crâne d'un coup, j'ai commencé à mettre que des fringues hyper masculines. Puis je lui ai parlé de non-binarité, je lui ai envoyé les trucs. Et puis elle me disait, mais oui, mais tout le monde est non-binaire aussi. Voilà. En plus, ma mère, elle est très masculine, donc vraiment, elle voyait pas du tout pourquoi je voulais en parler, quoi. Et elle était très fière, hein, elle envoyait des photos de moi à ses amis. Elle disait, regardez comme elle est belle, ma fille. Wow. Avec son crâne rasé. Ok, waouh. Donc c'était assez marrant. Mais pour lui faire mon vrai coming out trans et lui dire que je voulais commencer une transition, là j'ai vraiment paniqué et j'ai même pas osé le dire en face. Je lui ai envoyé un long mail avec vraiment pourquoi j'étais sûre de moi. Pourquoi j'étais sûre de moi, qu'est-ce que ça allait faire comme transition, l'aspect médical, pourquoi fallait pas qu'elle s'inquiète. Je lui ai envoyé des ressources, des machins. Et elle a pas vu mon mail et du coup j'ai fini par lui envoyer ça genre t'as vu mon mail? Tu
Tu l'as lu d'ailleurs Et finalement, bon, ça s'est passé, quoi. Je dirais pas qu'elle a très bien réagi, mais en gros, elle m'a juste dit, bah, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Moi, je me suis un peu senti comme si elle me disait, bah, je m'en fiche, quoi. Et c'était pas forcément très soutenant, mais ça s'est fait progressivement. Pendant un temps, quand même, c'était un peu difficile. Elle m'a dit qu'elle devait faire son deuil, que c'était vraiment dur pour elle. Elle m'a dit que les ressources que je lui ai envoyées ne parlaient que de comment elle devait se comporter par rapport à moi, mais pas de comment elle devait se sentir. Ok, ouais. Et qu'on parlait pas de la souffrance des parents, etc. Après, c'est justifié, je pense, dans l'idée de... Enfin, j'ai compris son point de vue, mais du coup, moi, à ce moment-là, j'étais vraiment un peu en panique, donc ça m'a pas beaucoup aidé. Et bon, progressivement, ça s'est arrangé. Maintenant, vraiment, ça va mieux. Elle a un peu du mal à me genrer au masculin, mais elle m'appelle par mon nom choisi, ce qui est déjà une belle évolution. Et par contre, j'avais surtout peur pour le reste de ma famille. Et honnêtement, je prévoyais même pas de faire de coming out. Notamment, ma grand-mère, je suis assez proche d'elle, je la vois toutes les semaines. Et franchement, j'avais prévu de rien lui dire et d'attendre qu'elle remarque des trucs avec la testostérone, quoi. Et en fait, c'est elle qui m'a appelé un jour et elle m'a dit, mais au fait, est-ce que t'es trans? Mais elle connaissait la transidentité, ta mamie? Franchement, j'étais même choquée, elle connaissait le mot. Parce qu'elle est âgée, elle a 93 ans quand même. Et elle t'a sorti... Ouais. Oui, mais est-ce que t'es trans? J'espère que non. Ou est-ce que t'es trans? Dis-moi si t'es Non, trans. mais même de savoir ce que c'est la transidentité... Déjà qu'elle le sache, c'est impressionnant. Non, mais vraiment, juste pour savoir, quoi. Pas du tout méchamment ou quoi. Et elle l'a super bien pris. Mais mamie, elle faisait la manif pour tous aussi? Non. Mais elle était plutôt... Je sais pas si elle était pour la manif pour tous, mais en tout cas, j'ai souvent entendu dire des choses sur les homosexuels quand même. Ma grand-mère, pour vous dire une idée, quand elle dit PD, elle fait pas la différence entre homosexuel et pédophile. Oui. Oui. Ah, ok, waouh. Ok. Je pensais qu'elle allait dire PD comme tu dis homo, parce que pour elle, Oui, ça- aussi. Mais Oui, elle ok, t'appelle mais la pédophile. Voilà. Ok. Donc, parfois, je sais pas de quoi elle parle, quoi, quand elle. C'est un peu gênant. Ouais. Et du coup, j'étais vraiment inquiet à ce sujet et j'avais peur qu'elle me. Enfin, oui, qu'elle. En plus, c'est elle qui paye mon loyer, donc vraiment, j'étais mort de couilles, quoi. Ouais. Ah, je rigole, mais oui, c'est stressant. Et non, elle a super bien réagi. En fait, c'est la plus soutenante de ma famille. C'est la première à m'avoir genré en masculin, la première à m'avoir appelé Gabriel. Et c'est elle qui a fait mon coming out pour moi à tout le reste de la famille. Alors, ce podcast, il est révolutionnaire pour tous les grands-parents, les grands-mères. ça Si va vous- être, si vous écoutez tous nos épisodes, vous verrez. Il y a un fil rouge entre tous les épisodes, c'est les grands-parents. sont beaucoup plus acceptants qu'on ne le pense. Vraiment, à chaque fois, on a la grand-mère, le grand-père, et en fait, ils sont beaucoup plus accueillants et plus acceptants que les parents eux-mêmes. Donc, c'est incroyable. Si vous avez écouté tous nos épisodes, vous comprendrez de quoi on parle. C'est hallucinant. Et si vous les avez pas écoutés, il est temps. C'est l'heure de vous mettre. Et du coup, Louis, toi, ton coming out. Alors, chronologiquement, d'abord à mon petit frère, j'avais 18 ans. Je lui ai dit, il m'a pas trop parlé pendant 3 jours. Et après, on n'en a plus jamais reparlé. Ah, ok. Après, ça a été mes parents. Alors, j'aurais écrit un mail. J'ai pas eu de réponse. 3 jours après, c'était mon anniversaire. Je suis arrivé et il faisait comme si de rien n'était. Donc, j'ai éclaté en larmes et je leur ai parlé chacun séparément. Et en fait, tous les deux m'ont dit, tu resteras toujours notre petit Louis. Eux aussi avaient les yeux, les larmes aux yeux. Mais ensuite, et en fait, globalement, c'est beaucoup de silence, beaucoup de déni, aucune volonté de changer, d'apprendre, de s'intéresser. Et voilà, il y a l'amour filial qui est là, mais il y a beaucoup de silence. Et je te rejoins, Léa, quand tu disais que quand on arrive chez nous, on laisse une partie de soi au pied de la porte. C'est exactement ça. Et moi, je préfère faire comme ça pour qu'on maintienne un minimum de relations. Et je vous rejoins aussi sur les grands-parents. Mes grands-parents paternels, donc eux, ils m'ont tiré les verres du nez par mail. Puis ensuite, on en a parlé. Ils m'ont dit, il y a aucun problème. Puis on n'en a plus jamais reparlé. Et ça m'allait très bien aussi. Et en tout cas, c'est un peu mes piliers dans ma vie émotionnelle, de manière globale. Incroyable, les grands-parents. Ça confirme la théorie. Là, on va commencer à faire une théorie là sur les Pourtant, grands-parents. 68, c'est les parents, donc ils auraient dû être plus... Non, c'est les grands-parents. C'est les grands-parents, 68. Ça dépend des c'est des générations. grands-parents. Ah, ça dépend des générations. Ah bah oui, c'est les grands-parents. Ma mère, c'est ma mère qui est en 68 et Ah ma oui. grand-mère. Ok. On reformule le podcast sur les grands-parents, quoi. Et moi aussi, mon grand-père, pareil, lui, c'était la génération 68 pour le coup, et lui, il a été très gentil, on en a un peu parlé. Et j'ai appris par la même occasion qu'en fait, tous les secrets de famille, c'était des gens gays. Ah ouais? Gros secret, gros dossier, quoi. Mais il y en a sur toutes les générations, hein, ça. Du coup, on fait une petite parenthèse pour remercier le sponsor de ce podcast qui est nul autre que... Waterdrop. Waterdrop. Alors Ced, qu'est-ce que c'est Waterdrop? Waterdrop, c'est tout simple déjà. C'est la super marque
sponsorise notre podcast, c'est surtout une marque qui a comme ambition de faire boire plus d'eau, surtout de boire à travers des gourdes, par exemple, et boire de l'eau du robinet. Pour ne pas consommer de plastique. Exactement, c'est très éco-friendly. Et le concept de Waterdrop, c'est très simple, c'est qu'en fait, ils ont des petites capsules qu'on appelle les micro-drinks, qui sont bourrées de vitamines, sans sucre, pas de gluten. Sans OGM, vegan, sans gluten. Exactement, que vous allez mettre dans votre eau, dans votre gourde, et qui vont donner un certain goût à votre eau. Donc une petite saveur pour justement vous donner envie de boire plus, parce que justement c'est important de boire beaucoup d'eau. On va vous montrer une petite vidéo campagne pour vous expliquer ce que ça donne. Fini le plastique plein de sucre avec Waterdrop. Sans sucre, moins de plastique. Et donc, vous avez 10% de réduction avec le code promo PAINT10. PAINT10. Et ils ont vraiment énormément de choix de gourdes, mais aussi de capsules. Ça peut être du thé, ça peut être pour de l'énergie, des micro-drinks et tout ça. Les goûts sont super bons, les gourdes sont super belles. Vous avez tout sur leur site web. On vous mettra tout dans la barre de description. Donc, allez-y, utilisez notre code. Ça fait plaisir, ça vous fera plaisir aussi. On vous en distribuera, comme ça vous pouvez. Comme ça, vous pouvez aussi. Et encore une fois, merci beaucoup à Waterdrop de sponsoriser cet épisode. Et du coup, on retourne au podcast. Moi, je voulais demander par rapport à Léa, toi, ce que tu avais dit. Est-ce que vous trouvez que vous avez des séquelles par rapport à votre participation à la Manif pour tous ? Parce que là, justement, tu disais que ça doit être très difficile au moment où tu te construis, de te dire que ce que tu es n'est pas bien, même avant même de savoir qui tu es, en fait. Mais donc, est-ce que vous avez des séquelles de ça ? Est-ce que vous en souffrez encore aujourd'hui ? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui ? Bah moi du coup c'est surtout avec les questions de religion où j'ai vraiment des séquelles au sens où pendant très longtemps j'avais vraiment cette vision du Dieu qui regarde sur moi et parfois ça me prend comme des poussées d'angoisse où je fais ma vie et d'un coup je me dis oh, mais il me regarde et là il me juge et si ça se trouve en fait je suis vraiment tout ce que je fais c'est mal et j'entraîne des gens dans la voie du péché et alors j'y crois pas du tout rationnellement mais parfois j'ai des poussées d'angoisse comme ça et pendant très longtemps je pouvais même plus rentrer dans une église catholique. Okay. C'est-à-dire vraiment je m'arrêtais devant la porte et je voulais rentrer et je pouvais pas. Et je faisais demi-tour. Et voilà, pas mal de trucs comme ça qui ont été assez compliqués. Et pareil, quand j'allais au boulot, la boule au ventre, c'était assez dur. Et toi, Léa ? Ouais, moi, j'ai des séquelles, on va dire, par rapport à mon rapport à la morale, qui est hyper compliqué. J'ai passé tout mon lycée donc, à essayer de me construire une morale qui allait essayer de réunir mon homosexualité et mon identité catholique, qui est très présente, parce que moi, j'ai une famille où il y a beaucoup de religieux. Mon grand-père est prêtre. Il était prêtre. Et donc j'ai vraiment grandi avec ça. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de renier complètement parce que c'est qui je suis aussi. Mais du coup, ça rend un truc super dur à faire tenir debout. Et ouais, du coup, je suis souvent dans la culpabilité. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, mais c'est pas simple. Donc tu te sens coupable. Culpabilité, tu te sens coupable d'être lesbienne ? Non, mais parfois, parfois, un peu comme Gabrielle, des moments d'angoisse où je me dis ouais, je vais aller en enfer et bon, c'est pas grave, je serai avec les autres lesbiennes, mais, mais je serai en enfer quand même. Elle perd pas le nord. Hein. Grosse fête, quoi. Mais parfois, tu te dis que tu regrettes d'avoir fait ton coming out ou pas ? Non. Je suis vraiment pas hétéro, ça marcherait pas. Non, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui justement ont peur de cette étape et qui préfèrent vivre dans le déni, mais être proche de leur famille de sang et te dire, mais toi, tu regrettes pas. Limite, s'il fallait me reconstruire toute une autre famille, c'est pas grave. J'ai une super famille choisie aussi. Et si j'avais plus que, c'est pas grave. Trop bien. Moi, les séquelles, c'est plutôt comme Gabrielle, c'est par rapport à la religion essentiellement. Et moi, ça a été quand j'ai fini le lycée, de complètement quitter mon milieu. J'ai vraiment gardé 3 amis du lycée, quoi. Je suis partie à la fac, il y avait des gens qui pensaient très différemment de moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc moi, ça a été de changer radicalement d'environnement. Et après, donc il y a eu toute une phase où j'étais pas du tout croyante, mais d'ailleurs qui a commencé assez tôt, même quand j'étais au lycée. J'ai donné des cours de caté à un moment où je ne croyais pas en Dieu. C'était rigolo. Mais non, après j'ai commencé, parce que c'est comme vous, c'est très présent, c'est en moi, etc. Et j'ai commencé à me reposer beaucoup de questions, etc., à reprendre la foi. Et là, on se retrouve un peu face à un mur où on se dit, ok, je me sens hyper mal dans les églises catholiques. Enfin, en tout cas, moi, l'église, je veux dire, le lieu en soi me dérange pas, mais il y a une connotation
Enfin, je sais pas, mais je suis devenue, par exemple, maintenant, quand je vais dans une messe, j'angoisse toujours quand il y a les annonces. Enfin, comment est-ce qu'on dit? C'est la prière universelle, c'est ça? Ouais, et puis les annonces à la fin. Ouais, les annonces. Mais surtout la prière. En gros, on dit oui, aujourd'hui, nous prions pour, j'en sais rien. Il y a eu toute une période où c'était nous prions pour la famille ou pour nos dirigeants qu'ils prennent des décisions pour protéger la famille, etc. Et ça, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais ça m'a complètement bloquée. J'ai arrêté. Mais pareil, l'homélie, on se met à faire hyper attention à tous les mots qui sont utilisés parce que tout est en subtilité. On va jamais dire on n'aime pas les gays. C'est beaucoup plus subtil que ça. Comme quoi, comment ils le formuleraient? Je sais pas. On n'aime pas les hommes qui aiment les hommes. Non, c'est beaucoup. Des trucs sur la complémentarité en femme, la nature. On va beaucoup parler de la nature, c'est contre de la nature, famille. quoi. Alors, voilà. Mais vraiment, pendant moi, avant le Manif pour tous, même avant, quand on en parlait, on parlait jamais directement d'homosexualité. On disait juste la complémentarité. La féminité, la masculinité. Ouais, moi, on m'a beaucoup appris. Au scout, on avait tout le temps des conférences, des discussions sur la féminité, qu'est-ce que c'est, etc. Et on entend beaucoup ça, mais encore aujourd'hui, c'est encore un sujet que j'ai avec mes parents. Parfois, la complémentarité homme-femme, c'est le truc qui bloque un peu, quoi. Mais du coup, pour finir, moi, la difficulté, ça a été de trouver des espaces, des gens avec lesquels je pouvais parler de religion, mais qui venaient, qui étaient aussi des personnes LGBT+. Et alors, forcément, c'est toujours un peu... On construit parce qu'on ne peut pas se ramener comme ça dans une église et assumer complètement qui on est et que ça soit vraiment bien perçu. Ou alors, les gens sont gentils, mais dans le fond, ils pensent des choses. Enfin, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, après, il y a des paroisses qui existent. Je sais que, par exemple, chez les protestants, il y a un certain nombre de paroisses qui sont très LGBT-friendly. Donc ça peut être super. Trop cool. Chez les catholiques, il y a aussi, de ce que j'ai entendu, apparemment, il y a des paroisses qui sont très ouvertes, mais il faut les trouver, quoi. C'est un peu sous le manteau. Ils mettent pas un drapeau à l'entrée, parfois? Non, mais si, moi j'en ai déjà vu au Canada. Tu sais, ils mettent un drapeau à l'entrée pour dire que vous êtes les bienvenus, entre guillemets. Ouais, on s'est envoyé la semaine dernière sur notre groupe des photos d'église avec des drapeaux arc-en-ciel. Mais en France, c'est un peu problématique parce que je sais que par exemple, ils se font taper sur les doigts parfois les églises quand ils sont un peu trop ouverts. Par exemple, il y a une église à côté de chez moi où il y avait une asso féministe et en gros, elles ont organisé, je crois, une conférence sur les femmes. Est-ce qu'elles devraient être prêtes dans l'église? Et il y a eu une espèce d'énorme backlash sur les réseaux et elles ont fini par se faire virer. Elles ne pouvaient plus aller dans l'église pour faire leur groupe parce que on leur a dit c'est pas possible, vous êtes l'église catholique, vous ne pouvez pas accueillir ça. Donc c'est un peu compliqué. Il faut connaître, c'est plus du bouche à oreille et c'est pas crier sur tous les toits, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais. Oui, de toute façon la religion catholique elle est fondamentalement conservatrice et la grosse différence pour moi par rapport au protestantisme, dans le protestantisme c'est très ouvert, c'est très diversifié. Il y a une approche personnalisée. En fait, chacun peut réfléchir sur les textes, les mettre à jour, se mettre à jour aussi par rapport aux réalités contemporaines, alors que le catholicisme, tout est écrit dans un catéchisme, tout est écrit dans des textes, tout est fabriqué par des hommes âgés qui ont une vision très rétrograde du monde, ou même pas âgés. Hein. Et donc... il y a eu Vatican I, Vatican II, donc ils ont tenté de faire des petites réformes. Pour moi, il faudrait un Vatican III, Vatican IV, Vatican V, mais ils sont bloqués. Enfin, pour moi, c'est une église qui est fondamentalement bloquée, et on le voit. En fait, ils se cachent quand il y a des églises ou des prêtres qui sont un peu ouverts. Il faut pas trop le dire, sinon ils vont se faire taper sur les doigts. Et c'est mon avis personnel, mais si on n'a pas notre place dans ces espaces, je pense qu'il faut aller ailleurs, vers des églises et des espaces qui s'affirment et qui sont libres. Et, ouais. Non, pardon, mais toi, aujourd'hui, tu as des séquelles, du coup, tu penses? Oui, du coup, je voulais revenir sur ça. Plus au niveau de mon parcours, qui, je trouve, a été douloureux. Et pour moi, les séquelles seraient plutôt sur la confiance en soi et l'affirmation de soi, dans la mesure où, quand j'ai découvert mon homosexualité à 17-18 ans, j'ai eu une grosse phase de déni et c'est très récemment que je me suis souvenu que je priais en fait tous les soirs pour que je ne sois plus homosexuel. Wow. Et waouh, ouais, c'est impressionnant en fait. Bon, j'ai beaucoup de flashbacks qui reviennent petit à petit et c'est surtout ça en fait, le fait de s'être nié, d'avoir évolué dans un environnement qui niait l'existence des LGBT et d'être toujours en lien avec cet environnement de par ma famille, même si eux essayent de faire des efforts et j'essaye de faire des efforts. Mais oui. Et aussi par rapport à la religion catholique, moi j'ai un rapport assez
disons, frontale, et, dans la mesure où je connais bien comment ça fonctionne, quelle est leur idéologie, et pour moi, c'est compliqué d'allier progressisme et catholicisme. Par contre, c'est pas du tout compliqué d'allier progressisme et protestantisme libéral ou ouvert. Voilà. Donc toi, tu te sentais très seule, j'imagine, en grandissant. Enfin, t'avais pas de... Non, aucun rôle modèle LGBT. Enfin, les premières personnes LGBT que j'ai vues sur un écran, c'est sur Netflix, et je dois avoir 18-19 ans. Ça a été assez, C'est quoi la série ? assez tardif. Je sais Élite. Ah oui, toi, t'allais direct dans le C'est dur. la deuxième ou troisième saison, ça a commencé dur. Oui, parce que c'est dur quand tu vois autour de toi, quand il y a des copains, copines, enfin, quand tes amis sont en couple et tout ça, petit à petit, et toi, t'es dans le déni, ou, enfin, je sais pas si vous forciez à être avec des gens du genre opposé, ou si vous êtes dans le déni aussi en disant, oh, moi, je rentre pas là-dedans, quoi. Je sais pas. J'avais pas trop d'amis en couple. Par contre, j'avais quasiment, et j'ai toujours majoritairement des amis filles. Voilà. Et en soi, tu dirais que tu as vécu quand même beaucoup d'homophobie intériorisée, quoi. Oui, beaucoup. Parce beaucoup. on a- Et peut-être qu'il y en a encore un peu. Hein. Enfin, je sais que c'est un travail à- continu. Et à n'importe quel âge. Hein. Parce que nous, justement, on avait interviewé un autre rescapé du coup de la Manif pour tous, il y a un an, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute. Et il disait qu'encore aujourd'hui, il a pas mal de séquelles par rapport à sa participation, et qu'il n'était pas encore au stade où il était fier de la personne qu'il était. Il n'était pas fier encore d'être gay. Puis on lui a tellement mis dans le crâne que c'était mal, que c'était contre nature, que c'était tout ça, qu'encore aujourd'hui, il n'arrive pas à se dire je suis normal et tout est ok, tu vois. Et aussi que dans les manifestations, je sais pas si vous avez ce souvenir-là, mais quand vous voyez les personnes LGBT sur les côtés, est-ce que vous ressentiez par exemple du dégoût ou genre du rejet ? Est-ce que vous aviez ou vous étiez indifférent ? Moi, je me souviens, ça m'a beaucoup marqué parce que j'avais même pas vraiment conscience, en fait, dans la première manifestation, de ce pourquoi j'étais là. Et donc, ça m'a fait très bizarre. En fait, je me souviens très bien quand on rentrait avec mon père pour aller prendre le métro, il y avait des gens sur les côtés qui avaient des drapeaux gays et tout. C'était nous. Et qui criaient on a gagné, vous avez perdu. Et mon père qui me disait les regarde pas et tout. Et moi, j'étais terrifiée. Pour moi, je me suis dit, ok, c'est vraiment les personnes, faut pas les regarder, etc. Et je sais que ça a eu un énorme impact. Alors, je sais pas si c'est le côté, parce que j'ai grandi dans ce milieu-là, ou si c'est le cas pour beaucoup de personnes LGBT. Mais moi, j'ai mis beaucoup de temps. Je pense que c'était un truc où j'avais conscience. Je sais pas comment dire, mais j'étais hyper impressionnée par surtout les femmes lesbiennes. C'était un truc qui m'a terrifiée pendant très longtemps. C'est bon, c'est passé, je vous rassure. Mais je pense que c'était un truc, même quand moi-même, je savais pas exactement quelle était ma sexualité, je l'ai remarqué et j'avais l'impression que c'était des extraterrestres. Et, enfin bref. Et je pense qu'effectivement, la façon dont mes parents, quand ils voyaient des personnes LGBT à la télé, c'est souvent des petits commentaires, les commentaires qu'on faisait, genre « Ah, ferme les yeux, regarde pas ça », des choses comme ça, où on développe une espèce de peur de l'autre. Et donc c'est sûr que oui, il y a eu un impact à ce niveau-là. Okay. Moi, pendant très longtemps, j'étais vraiment dégoûté par les couples homosexuels. Enfin, il y avait quand dans la fiction, quand tu en avais, ou quand on en parlait, moi j'avais vraiment une vague de dégoût qui montait. Et puis je sais pas trop ce qui s'est passé. À un moment, ça s'est transformé en obsession et en intérêt. Enfin voilà. Et je me suis mis à chercher des fictions avec des personnages homosexuels en permanence. Évidemment, j'ai lu tous les yaoi qui existaient. J'ai commencé à regarder tous les soap-opéras de l'époque qu'on pouvait trouver sur YouTube avec des extraits ou des histoires homosexuelles. Et j'en cherchais vraiment des tonnes et j'en trouvais pas parce que bon, c'était à l'époque 2013, 2015, j'en avais très très peu quoi. Et du coup, je suis vraiment passé du dégoût à un intérêt énorme. Mais comme je savais pas que j'étais concerné, je me disais mais c'est super bizarre. Genre pourquoi est-ce que je suis fasciné par ces sujets ? Et quand je voyais des couples d'hommes, parfois très rarement à l'époque, mais quand je voyais, je me disais mais et je la regardais de loin comme ça. Je me disais oh là là, mais c'est des couples d'hommes. Mais t'avais pas de référent trans, non ? Non, aucun, vraiment aucun. Ok. J'ai découvert très tard. La première personne trans que j'ai connue, c'est quand je suis arrivé en master. Ah oui. Ouais. Okay, ouais. Et je l'ai stalké sur les réseaux sociaux. Et tu t'es dit, c'est ça ? Non, même pas tout de suite. Vraiment, j'ai mis vraiment longtemps. Et après, j'étais amie avec une femme trans. Et c'est la première personne à m'avoir demandé quel était mon genre et comment je me sentais. Et c'est la première personne à m'avoir demandé si j'avais déjà pensé à un nom masculin. Et la première personne à m'avoir dit « t'es beau », sans que ce soit une insulte. Okay. Parce que comme j'étais un peu garçon manqué, on m'a souvent genré au masculin, mais toujours pour se moquer. Et la première fois que quelqu'un m'a genré au masculin pour me dire un compliment, j'ai pleuré. Et ça a mis encore 6 mois avant de comprendre. Et puis en fait, un jour, j'ai eu une réalisation vraiment au milieu de la nuit. C'était une mauvaise période, en plein milieu de l'été. J'étais crevé, il fallait que je rende une partie de mon mémoire. J'étais seul, je parlais à personne.
Et puis, je sais pas, je lis un webtoon gay, et puis tout à coup, ça me prend dans la gueule, quoi. Je me dis, oh, mais c'est ça. Et après, je pouvais plus fermer les yeux, et je me suis rassé le crâne 2 semaines après. Et toi, Léa, du coup, tu te souviens de ce que tu ressentais quand tu voyais les homosexuels ou un peu comme Gabriel, c'était entre la curiosité et l'obsession. Je me souviens que quand j'étais au collège, je sais pas pourquoi, je disais que des couples d'hommes, ça me dégoûtait pas, mais que des couples de femmes, oui. Donc, pas mal de trucs me concernant. Et je recherchais pas mal des extraits sur YouTube aussi. Juste des 2 filles qui se donnent la main, c'était waouh. Et quand je suis arrivée au lycée, donc dans mon lycée de filles, là, dans les 2 premières semaines, ce qui m'a frappée, c'est qu'il y avait plein de lesbiennes qui... Enfin, c'était assumé, quoi. Et vraiment, je faisais une fixette là-dessus. Genre, c'était fou. Et bon, voilà, et 3 mois après, j'étais lesbienne, quoi. Mais justement, encore une fois, par rapport à la question de quand vous voyez les gens, quand vous étiez en manif et tout, les gens qui étaient contre vous, du coup, qui étaient pour le mariage, comme tu disais, Flavie, quand ton père te disait ne le regarde pas dans les yeux, tu vas en mode genre, vraiment, on dirait un match de foot, les mauvais perdants, tu vas en mode genre, non, on va pas le saluer, tu vois. L'équipe adverse. Est-ce que vous, quand vous voyez des gens comme ça, est-ce que vous rendiez compte à cette époque que énormément de gens se foutaient de leur gueule dessus, foutaient de leur gueule, genre la fameuse femme de contre la nature. Est-ce que cet extrait il passait chez vous? Est-ce que vous en parliez? Est-ce que ou c'était en mode non, ça n'existe pas, tu vois? C'est après coup. Enfin, personnellement, moi, quand j'ai compris que j'étais lesbienne, je me suis mise à chercher beaucoup de contenu justement sur la manif pour tous. Je pense que je voulais me faire du mal, je sais pas trop, mais c'est là que j'ai réalisé en fait l'autre côté, comment c'était perçu. Okay. Et oui, j'ai vu tous les extraits. Et c'est aussi ça qui m'a aidée à un peu me désolidariser de ce milieu-là, en me rendant compte de la façon de penser des gens aussi. Ok. Voilà. Donc c'était pas sur le moment, en fait, c'était pas pendant que vous étiez aux marches et tout, c'était vraiment avec... Moi, à l'époque, on croirait vraiment... Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était l'opinion majoritaire, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, 90% des gens allaient à la manif pour tous et étaient homophobes. Et, Ok. J'ai compris très tard que c'était pas la majorité. Hein. Nous, on savait que, enfin, dans ma famille, on savait très bien que la France se foutait de notre gueule. Okay. Et ma mère disait que c'était de la catophobie. Elle adorait dire ça. Et en grandissant, je me suis rendu compte que c'était eux qui étaient complètement minoritaires, mais ils étaient tellement persuadés d'avoir raison que... Ouais, en fait, vous êtes comme dans une bulle, quoi. Enfin, c'est vraiment une bulle. Parce que c'est vrai que quand on voit dans le métro toutes les personnes qui vous insultent ou qui se moquent de vos slogans, de l'époque. Non, mais tu sais qu'il y a toujours les LGBT il y a quand même cette rivalité, cette confrontation, pardon. Et pourquoi dans le métro? Non, mais je pensais dans le métro parce que c'est là en général qu'il y a beaucoup de monde et que tu vois, il y a cette confrontation où tu es obligé d'être à côté de quelqu'un avec un drapeau. Okay. Et je me dis, vous voyez pas en fait que ces gens se moquent des slogans et de tout ce que vous représentez, quoi. Enfin, vous le ressentez pas, quoi. À l'époque, on était fiers, je crois, parce que ça nous montrait que nous, on était là pour défendre la juste cause et que, ouais. Mais effectivement, moi, j'étais vraiment juste dans le micro au cas où, parce que... désolée. J'évoluais vraiment dans un truc ambiant où on parlait de ça tout le temps. Donc, mais ça part pour le coup dans mon lycée du début des manifs pour tous jusqu'à la première, limite la terminale. C'était un débat hyper normal à avoir. Ah, est-ce que tu es pour ou contre le mariage gay ? Et petit à petit, il y a des gens, en grandissant, qui ont commencé à voir que c'était un peu limite, mais ils parlaient pas trop. C'était plus des voix un peu discrètes. C'était pas comme toi, Gabriel, où les gens, c'était vraiment l'opposition. Non, pour le coup, la parole majoritaire, c'était d'être pour. Et moi, j'étais en dehors quand même. Quand j'avais des débats avec les gens sur ça, c'était... Donc, effectivement, quand tout notre monde... en tout cas, pour eux, pense d'une certaine façon, c'est difficile de réaliser qu'en dehors, c'est différent, quoi. Voilà. Mais toi, Louis, du coup, tu nous avais pas dit, quand tu étais en manif, tu voyais, qu'est-ce que tu ressentais vis-à-vis des LGBT ? En fait, j'étais on était tous jeunes, on avait tous 12-13 ans, mais j'ai pas trop conscientisé grand-chose. Peut-être une curiosité, mais pas plus que ça. Ouais. T'avais pas une haine ni une rage par rapport Non. J'ai pas trop de souvenirs aussi, donc voilà. J'ai pas grand-chose à dire sur ça. Okay. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, votre rapport à la religion a changé avec vos coming out? Du coup, moi, je suis toujours croyant et pratiquant. En fait, je ne l'ai plus été pendant longtemps. Enfin, vraiment, quand je suis partie de ces milieux-là, j'ai claqué la porte et j'ai dit plus jamais ça. Enfin, voilà. Puis, j'y suis revenu assez lentement, notamment par la fiction, parce que du coup, j'ai créé des histoires et je voulais créer un personnage qui aurait un background comme le mien et qui, du coup, aurait des connaissances
entre guillemets théologiques et qui pourraient débattre sur ce sujet-là. Et en fait, mon personnage s'est révélé être homosexuel et du coup, je me suis dit peut-être qu'il va creuser la question de l'homosexualité dans la Bible et qu'est-ce qu'il en pense. Et du coup, à travers ce personnage, j'ai découvert que c'était possible d'être croyant et LGBT+. Et tout doucement, j'y suis revenu et je me suis dit, en fait, si c'est possible, alors peut-être que je peux l'être aussi. Et donc, j'ai commencé à me réinterroger sur la foi, à recommencer à prier, à vouloir revenir à l'église, mais je ne pouvais pas aller dans l'église catholique parce que je ne me sentais pas à l'aise et que je n'osais même pas entrer, en fait. Et puis, on m'a parlé d'églises protestantes libérales où il y avait des églises vraiment pro-LGBT, ouvertement soutenantes, quoi. Et du coup, j'ai voulu y aller. J'ai cherché sur les réseaux sociaux, j'ai demandé des conseils et tout. Et je me suis retrouvé dans une paroisse protestante où vraiment je suis arrivé. La pasteur, elle dit bonjour à tout le monde quand on entre. Je suis arrivé et alors moi, ce que j'ai dit, c'est bonjour, je cherche une paroisse LGBT friendly. Vraiment, comme ça. Et elle m'a dit bienvenue. Et du coup, j'y suis allé de plus en plus souvent. Et maintenant, j'y suis très régulièrement. Je me suis fait baptiser là-bas parce que je n'avais pas été baptisé avant. Okay. Je me suis fait baptiser là-bas, je suis engagé dans la paroisse. Et on est même on a créé depuis septembre un groupe de parole LGBT friendly. Trop cool. Et on est même en train de créer un truc un peu plus gros. On vient de créer une page Instagram qui s'appelle Queer en Christ. Queer en Christ. C'est ça. Queer en Christ, ok. Et on va essayer d'organiser de plus en plus d'événements. Donc on organise assez régulièrement des cultes LGBT. On organise un truc là récemment, pour le 17, je crois, pour la journée contre l'homophobie. Peut-être quelque chose pour la semaine de la Pride. Voilà, il y a pas mal de projets à venir et c'est assez sympa et ça fait vraiment du bien d'avoir un endroit pour parler vraiment très ouvertement de ces sujets-là. Et c'est une paroisse qui, même en dehors de ce groupe-là, est vraiment très ouverte, c'est-à-dire qu'on a parlé des questions LGBT vraiment le dimanche matin au temple et les grand-mères, elles sont à fond. Toujours. Il n'y a aucun problème. Toujours en place, les grand-mères. Incroyable. Et vous, du coup, votre rapport à la religion, il a changé ou est-ce que vous êtes toujours croyant, croyante? Est-ce que vous pratiquez? Il est évidemment très différent, forcément, parce qu'il faut tout reconstruire. En tout cas, pour ma part, la religion, elle s'était construite beaucoup sur qu'est-ce que le futur doit être. Donc, il faut avoir des enfants, un mari, et voilà, etc. Donc, et pareil, par exemple, pour moi, j'associe beaucoup la religion à toutes ces questions de la morale, la féminité, enfin, voilà. Et donc, il faut tout reconstruire. Mais effectivement, moi aussi, je suis dans ce groupe dont parle Gabriel. Et ça m'a vraiment aidé déjà d'entendre des personnes qui... Ça, c'était incroyable d'entendre des personnes qui connaissaient très bien la Bible, mais qui étaient aussi LGBT. Et de se rendre compte, en fait, les interprétations qu'on entend sur les textes, elles sont totalement questionnables, en fait. Enfin, par exemple, on nous rabâche Sodome et Gomorrhe... Bon, je m'y connais moins bien en théologie que toi, mais sur tous les textes que les gens peuvent sortir, on a des réponses. Et c'est assez incroyable et ça donne beaucoup de force aussi. Et ça permet de se dire, en fait, je peux totalement être croyant et LGBT, pas en me disant j'accepte les textes à 50%, mais en ayant une espèce de réflexion autour de ça. Et, en tout cas, c'est un chemin à faire. Moi, je suis encore dedans, ça prend du temps, mais c'est totalement... j'étais loin du micro. C'est totalement possible, voilà. Oui, c'est compatible, quoi, finalement. C'est compatible. Totalement. Donc moi, ça a été compliqué pendant longtemps et maintenant, je me définis plus du tout croyant ni pratiquant, mais je me sens très proche de leaders religieux. Et d'ailleurs, c'est souvent des femmes, que ce soit Carolina Costa, c'est une pasteur progressiste, ou Delphine Orviller, c'est une femme rabbin progressiste aussi. Et ça fait du bien d'entendre des récits alternatifs et progressistes qui nous font du bien. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est super apaisant, même si je ne me reconnais pas dans une religion. Voilà. Mais donc, t'es pas croyant aujourd'hui, du coup ? Non. Après, j'adore les lieux de culte, j'adore visiter. Enfin, c'est plus tout ce qui va être historique, culturel. Et du coup, ta famille, elle le sait, ça ? Oui. Bah, en fait, d'ailleurs, la première chose très compliquée qui a eu lieu dans ma famille, c'est quand je leur ai dit, déjà, je voulais plus participer à la prière du soir. Premier truc compliqué. Le deuxième chose, c'est je ne veux plus participer à la messe. Alors, deuxième coup de foudre. C'est un sacrilège, ça, ou... Je sais pas, mais sûrement si on va pas à la messe tous les dimanches, on va en enfer. Et puis, troisième catastrophe, homosexualité. Mais il y a eu d'autres choses avant. Hein. C'est très progressif, en fait, de s'extirper d'un milieu très pesant. Ok. Moi, je suis encore croyante, mais
Comme Flavie, je dirais, j'essaye de construire un truc qui fonctionne. Je suis en chemin, c'est pas facile. J'essaye de me renseigner vachement sur les voix montantes, les voix queer qui sont de plus en plus présentes. Par exemple, les évêques allemands qui se positionnent vachement pour la bénédiction des couples homosexuels ou ce genre de choses. Je m'intéresse vachement aussi à la paroisse de Gabriel. Et ouais, je cherche. Et le pape, il n'est pas en faveur, si. C'est plus compliqué que Bah, ça. Hein. C'est C'est un pas en avant, deux pas en arrière, le pape. Ouais, c'est pour ça, même nous, on ne suit pas, on est fou. ouais. Il est vraiment double discours, c'est-à-dire qu'en fonction de qui il s'adresse, il va dire des choses plutôt progressistes et puis après il va dire des choses hyper violentes. Ou alors il va avoir un discours c'est un très bon orateur, le pape, donc il sait très bien comment parler pour que son discours puisse être interprété dans les deux sens. Ok. Et du coup, il y a vraiment parfois, je vois qu'il parle, il y a des débats pour savoir, oui, il a dit que c'était un péché, non, il n'a pas dit que c'était un péché. Et du coup, les gens s'engueulent parce qu'il a fait exprès d'avoir un discours qui est hyper ambigu. Et je trouve qu'il reflète bien le catholicisme en lui-même. C'est l'hypocrisie, c'est-à-dire on aime tout le monde parce que le Christ nous a dit de nous aimer les uns les autres. Mais il y a des personnes qui sont un peu bizarres, il y en a d'autres qui sont un peu moins dignes d'être aimées, il y en a qui ont besoin d'être guéris, il y en a qui sont un peu anormales. Mais on englobe toutes ces haines, toutes ces phobies derrière la religion, mais fondamentalement, pour moi, ouais, ça reste très conservateur. Bah, je pense que pour fermer un peu le podcast, moi j'aurais une dernière question. Moi aussi j'ai une question. C'est quoi ta C'est question? pas ta question. Vas-y, dis. Moi j'aimerais savoir si aujourd'hui vous êtes heureuse, si vous vous sentez... Ok, donc du coup je vais poser la mienne avant, comme ça on peut terminer sur la tienne qui est beaucoup plus heureuse du coup. Du coup moi je voulais savoir si vous ressentiez un peu pas une forme de haine, mais un peu du mépris. Non, pas du mépris. Moi je voulais savoir si vous en vouliez un peu à vos parents en fait, de vous avoir emmené à ces manifs. Comment ça s'est passé ou comment ça se passe en fait? Est-ce que vous avez cette forme de pourquoi tu m'as fait ça en fait, tu vois? Moi, je leur en veux de m'avoir emmené à cette première manifestation sans discussion, sans dialogue. J'avais pas du tout conscience de à quoi j'allais participer. Et je leur en veux de l'absence de dialogue, pas qu'ils y soient allés, qu'ils aient ces idées, ces valeurs. C'est cette absence de discussion, cette absence de responsabilisation. Quand on a 12-13 ans, on est capable de réfléchir et de faire des choix. Et je m'en veux aussi un peu à moi-même, après, de m'être laissé embrigader là-dedans et d'avoir beaucoup participé. Ouais. Je leur en veux parce que... on était des enfants, quoi, et on était trop petits pour savoir de quoi il s'agissait vraiment. On nous a pas laissé le choix, on nous a pas permis de penser, on nous a donné une opinion et on nous a demandé de la relayer. Et c'était pas notre place, quoi. On était des gosses. Et je m'en veux aussi parce que ça me saoule d'avoir été une voix de plus pour eux, quoi. Ok, ouais. Moi du coup j'y allais pas avec mes parents, donc ça va, je leur en veux pas trop. Mais par contre je suis extrêmement en colère contre le personnel éducatif de l'établissement où j'étais et de manière générale contre l'église catholique et les gens qui allaient à ces manifs là. J'essaie d'apaiser ma colère au fil des années parce que je sais que du coup parfois sur l'église catholique je suis très mordant, on va dire. J'essaie de l'être un peu moins. Je sais qu'il y a des catholiques qui sont des gens géniaux et qui sont très progressistes et du coup j'essaie d'en trouver pour me réconcilier avec tout ça. Mais ouais, il y a une partie de moi qui est extrêmement en colère et c'est dur de trouver un apaisement. Voilà. Avec le temps, peut-être, non? Ouais, oui. Et puis je pense que me rapprocher de catholiques qui sont progressistes, ça va aussi apaiser un peu le truc. J'ai contacté notamment, il y a un couvent franciscain tout près de chez moi, et les franciscains en général je les aime bien, parce que je sais pas si vous connaissez un peu le différents milieux catholiques, mais les franciscains ils sont créés à partir d'un saint qui vraiment prenait la pauvreté, et c'était un ordre mendiant, donc vraiment ils abandonnaient tout, et ils allaient sur les routes et ils vivaient que de ce qu'on leur donnait pour se mettre au service des autres. Donc j'aime bien cette idée-là. Et en général, les franciscains, c'est un peu les gens à gauche, les catholiques. Donc voilà, je leur ai écrit et j'ai rencontré un moine qui était super cool. J'étais très frontal. J'ai fait oui, je suis trans. Il m'a fait mais pas de soucis, j'ai plein d'amis LGBT. Venez. Donc voilà, ça apaise aussi de rencontrer des gens qui sont vraiment ouverts. Toi, Flavie? Moi, j'ai pas beaucoup de colère actuellement. Je pense que je leur en veux. De m'avoir trimballé dans tout ça sans se dire à aucun moment que peut-être que ça pouvait me concerner en fait, que ça pouvait avoir un vrai impact derrière. Je peux leur en vouloir aussi parce que même quand ils ont eu des doutes, quand j'étais un peu plus jeune,
ils ont pas pris les choses. Enfin bref, on m'a posé des questions très frontales, etc. Mais enfin, je suis beaucoup dans, je sais pas, j'essaye de les comprendre parce que je sais là d'où ils viennent et j'ai de la chance, je vois tous les efforts qu'ils font actuellement, donc j'ai pas vraiment de raison d'être en colère du moment qu'ils sont dans cette démarche-là. Trop bien. Mais j'ai beaucoup de chance, j'en ai conscience. Trop cool. Et du coup, une dernière question pour clôturer ce podcast. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous êtes heureuse là où vous êtes ? Oui. 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 Parce que vous êtes, Et vous êtes fiers de qui vous êtes ? Oui. 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 Ok. Et personne Merci, ne au revoir. regrette son coming out. On regrette pas de coming out. Non, absolument pas. Vraiment, moi, ces dernières années, c'est que du bonheur, ça fait que s'améliorer. Donc, franchement, tout bénef. Et si vous aviez un message à faire passer aux personnes qui sont encore dans le déni par rapport à leur orientation et qui étaient dans ces manifs à l'époque, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Aller rencontrer des gens concernés. Ouais, vous n'êtes pas tout seul. Ouais, je comprends que vous ayez peur, mais vraiment, venez nous voir, rencontrer des gens comme nous. On va vous donner de l'espoir. On est très nombreux, vraiment. Est-ce qu'il y a du coup un groupe qu'on pourrait relayer sur Facebook ou quoi, un groupe ou une page ou quoi que ce soit qui... Les rescapés de la Manif pour tous, vous serez très bien accueillis, puis on pourra faire des petits verres pour discuter et puis pour s'apaiser mutuellement. Trop stylé. C'est trop cool qu'en fait, déjà qu'on vous ait reçu, mais aussi que vous vous connaissiez, que vous ayez ce groupe safe entre vous qui avez vécu quelque chose quand même d'assez lourd pour votre identité, quoi. Donc c'est trop cool ce que vous avez fait, quoi. Mais du coup, merci beaucoup de la confiance, merci beaucoup pour cet échange et on espère que les personnes qui nous ont écoutés ou vus, parce qu'on est aussi sur YouTube, ont apprécié cet épisode. Yes. Merci encore une fois à Waterdrop qui nous aide à sponsoriser ce podcast, sans qui ce podcast n'existerait pas. Non, sans qui ce... Oui, c'est ça. Et du coup, on se dit la semaine prochaine pour Dans un nouvel épisode de Contre nature. Ciao, ciao. Bye bye.